Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on va continuer donc nos travaux concernant le Congrès international de l'Arganier. Alors la session qui nous concerne donc est la session intitulée Biodiversité et gestion du sol et de l'eau dans l'Arganeraie qui concerne l'axe écosystème Arganeraie. Alors nous avons 4 interventions. Donc la première intervention va être présentée par M. Blaqa Mohamed. Donc l'intervention s'intitule Étude de l'effet de rétenteur d'eau sur la reprise, la croissance et le développement des plants d'Arganier après transplantation dans les zones arides du Haouz. Donc M. Blaqa, vous avez 10 à 15 minutes pour présenter votre travail. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Monsieur le Président. Chère assistance, j'ai l'honneur d'exposer devant vous les études, les effets de rétenteur d'eau, water retender sur la reprise, la croissance et le développement des plants d'Arganier après transplantation dans la zone aride de Haouz à Marrakech et plus précisément dans la Palmerie. Je dis bien qu'il s'agit ici des résultats très provisoires parce qu'il s'agit uniquement d'une année. On a installé le dispositif en novembre 2016 et nous sommes en novembre 2017. Le plan d'exposé sera comme suit, une introduction avec une problématique, puis matériel, méthode, résultats et discussion, puis conclusion et perspective. Et le cas de la mise en œuvre de l'action, c'est toujours comme l'action tout à l'heure, et ça rentre dans un projet de partenariat sur l'Arganier avec les gestionnaires, c'est-à-dire avec la Drève du Haut-Atlas et le centre de recherche forestière de Rabat, représenté par le centre de recherche forestière régional à Marrakech. Le thème s'intitule La réhabilitation des écosystèmes d'Arganier dans la zone de Drève du Haut-Atlas. Et concerne plus précisément l'amélioration des connaissances et des systèmes de gestion pour la réussite de reboisement. Donc c'est bien spécifique parce qu'il y a d'autres axes dans ce projet de partenariat avec et même le cadre, il y a en quelque sorte de l'action a été initiée dans le cadre d'un partenariat avec les Anglois. Ce sont les Anglois, c'est-à-dire qui ont arrivé ici au Maroc, ils ont tissé une relation de coopération scientifique avec l'INRA de Marrakech et ils ont aussi choisi les eaux et forêts, le service forestier, le centre de la recherche forestière de Rabat. Par monsieur. Ici, j'ai une petite introduction concernant l'introduction de l'Arganier dans les zones arides. Effectivement, de l'Arganier dans les zones arides, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Mais les gens ont essayé d'introduire cette fameuse espèce dans les années 50. Donc ici, dans ce diapo-là, vous voyez, il y a 6 stations, j'ai oublié de noter la 7e. Donc il s'agit d'une parcelle expérimentale de Bounaga, où on a l'Arganier depuis les années 50. Donc il y a 3 phases. Il y a les Arganiers de 1950 introduits par les Français à l'époque. Puis il y a les Arganiers des années 1980. Puis il y a les Arganiers de M. Fouad Abdelrahim, ici présent avec nous en 2000-2001. Et puis il y a une partie d'introduction dans le cadre de projet forestier phase 2 par autant de Cyril Gabi, donc ici à Marrakech, où il a été introduit par un chercheur qui est Sibou Achiri. Donc, vous voyez ici l'état. Donc, on a des Arganiers. Bon, ici, je ne vais pas m'attarder sur la situation des Arganiers, mais l'Arganier, elle est à merveille et se développe très bien dans la région de Bounaga, c'est-à-dire entre Sidi Bou Athman et Ben Grir. Aussi, un périmètre de Drès de Boulouane, juste à côté de Pont de Boulouane, sur une superficie de 40 hectares, planté dans les années 1960. Et puis, il y a El Kantor. Il y a une centaine à peu près dans l'ex-arboretum de Cantor. Actuellement, il ne reste que l'Arganier. C'est vrai qu'on est un peu dégradé, mais elle reste encore à mi-chemin entre Jadida et Marrakech, c'est-à-dire à 100 km. Et puis, il y a au sein de CRF de Marrakech, on a presque des arbres de 1984, de 2000, de 2005 et récemment de 2015-2014. Il y a même la régénération naturelle sur ce pied-là, sur ce... Pardon. Ici, par exemple, ce pied-là, ici, c'est dans la région de Bounaga. Ici, par exemple, au CRF de Marrakech, on a la régénération ici. Ici, vous avez ici dans la région de Kantor. Ici, on a l'Arganier
c'est-à-dire à Sidi Jabel, à 120 km à l'est de Marrakech, vers le côté de barrage El Massira. Ici, des plans à Abou Naga, ici, des gens. Ici même, on l'a introduit aux carrières de Mediona, à côté de Marrakech. On a introduit plusieurs espèces avec Sifr Radous. Donc, il y a des espèces sahariennes et l'arganier, même l'arganier. Il se développe très, très bien. Et ici, à Boulouane aussi, il y a Boulouane. Il y a pas mal d'arganiers. Ici, vous voyez l'arganier dans la région de Marrakech, Abou Naga. Vous voyez l'état, ce sont des arganiers ici de 2001-2012, c'est-à-dire sont de 2001, c'est-à-dire ils ont un âge à peu près de 15 ans. Ici, vous voyez, donc on a ici une panoplie d'espèces, notamment de l'arganie, on a l'acacia radiana, on a l'acacia gumifera, on a même le Balanitis aegyptiaca, qui est en quelque sorte le dattier de désert, et qui est une espèce très de montagne et qui s'adapte très bien ici. Nous allons voir une petite photo. Vous voyez le Balanitis pour les gens qui ne connaissent pas le Balanitis. Ce sont 6 espèces, disons, sahariennes, voire du Burkina, de la Mauritanie, mais elles s'adaptent très bien ici dans l'arboretum. Ici, c'est un arboretum qui n'est ni gardé ni clôturé. Donc à l'époque, il était gardé, mais avec le départ du gardien à la retraite, donc c'est un arboretum exposé à toute la rue. Mais l'arganie, l'acacia radiana et les autres espèces sahariennes, soit les zones arides, se comportent très bien. Ici, l'arganie, c'est dans la zone de Boulouane. C'est vraiment ici. On a visité cet arboretum avec les chercheurs. Ici présent ces frères douces. Donc il s'agit d'une belle arganerie dans la zone de Stade, à côté du pont de Boulouane. Même on a la régénération naturelle. Ce sont des arganiers plantés, parfois avec graines nues. C'est-à-dire la graine directement la noix plantée dans l'arbre. Mais c'était en 1960, sur 40 hectares. Et il y a une réalité. Même le milieu aussi, c'est ouvert. Mais il a été installé dans le but de restauration et défense des sols. Il y a installé sur des banquettes. On a même la régénération naturelle dans ce peuplement-là. C'est vrai que vous voyez ici les arbres en quelque sorte desséchés, mais ne sont pas desséchés. Suite à cette saison, c'est comme à la région de Haha, comme la région de Admin, comme la région des autres arganiers. L'arganier, lorsqu'il y a une sécheresse prolongée, lorsqu'il y a un manque de pluie, lorsqu'il y a un manque d'humidité, il y a perte de feuilles. Ce sont des arbres bien vivants, et on va voir même le... Vous voyez, un exemple. Ici, vous voyez la fructification. Cette photo a été prise le 19-10. Donc il y a une belle fructification et ces plants qui comme et se régénèrent, et même il y a la régénération naturelle. Vous voyez ici un autre plan. Vous voyez ici, c'est superficie de 40 hectares. Vous voyez un plan ici, vous voyez ce jalon, il est de 5 mètres. Donc vous voyez, donc la hauteur il est de 6,5. Et les plants sont bien développés. Et il y a même la réhabilitation du milieu, notamment les acacias gumifera, notamment le pisciacide de l'Atlas, notamment Jujubini, notamment le Camerops emilis, etc., etc. Vous voyez ici la régénération. Ça, il s'agit d'une régénération naturelle. C'est un plan de régénération naturelle. Aussi, il fait les 3 mètres peut-être ou quelque chose comme ça. Ici, vous voyez, dans une touffe de palmiers, ici, donc c'est un plan هنا اللي فيه تقريبا واحد 70-80 cm. Vous voyez, il y a beaucoup de plans. Ici je passe à El Kantor. Donc c'est-à-dire l'introduction de l'arganie, c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens l'ont introduit pour les années 60. Et c'était un beau arbre, c'est-à-dire la région. Et l'arboretum quasiment disparu. Même le tuya, les espèces d'eucalyptus, il ne reste que l'arganie. Et lorsqu'on a visité l'arboretum avec Sifr en 1999-2000, on dirait qu'on est dans Admin. Il y a des belles futaies, il y a des belles arbres. C'est dommage que dernièrement, avec l'ouverture et avec la pression, il y a beaucoup de... Vous voyez, même ici, vous voyez l'état des plants. Donc il y a beaucoup de plants, mais il reste encore une 60aine de pieds. Espérons qu'on va les conserver, parce que c'est un patrimoine, à ma connaissance, à mon avis. Vous voyez ici l'état. Je ne vais pas mais l'état. Donc c'est un arbre de 55 ans, de 50 ans. Vous voyez l'état, vous voyez les souches, parce que la coupe. Parce qu'il reste uniquement un nylon de l'arganie, de la zone de Cartor, qui faisait 450 hectares de collectif. La problématique, c'est pourquoi j'ai présenté des photos et pour vous mettre dans le courant l'introduction de l'arganie. Avec de la sécheresse, avec l'aridité du climat, c'est qu'on a pourquoi pas, on n'introduit pas
d'autres paramètres, d'autres rajouts, c'est-à-dire pour en quelque sorte initier et aider cette régénération artificielle. Donc ici, nous avons la réussite, plusieurs contrats, comme j'ai dit, contribuer à la déclaration de l'Arganie, l'aridité du climat par une diminution et une forte irrégularité des pluies, surtout les 2 dernières décennies, de s'avérer la nécessité de chercher des alternatives pour améliorer les bilan hydriques après transplantation et réussir les périmètres de régénération de l'Arganie et c'est de rétenteur d'eau. Les objectifs à Oma, c'est-à-dire l'amélioration du bilan hydrique au niveau des plants de l'Arganie après transplantation, la contribution à la réhabilitation de l'Arganie par l'amélioration de taux de réussite de la régénération artificielle à base de l'Arganie et l'apport d'éléments nécessaires au bon développement des plants après transplantation. Tout d'abord, je commence par une slide. On parlait en quelque sorte de ce rétendeur. Qu'est-ce que c'est le rétendeur? Le Retainer Water est un produit d'amendement de sol organique dont il améliore les conditions physiques et biologiques. Il a été développé en juste 2 ans par les Hongrois. Il a donné beaucoup de bons résultats chez eux, mais on va l'essayer, Inch'Allah, au Maroc. C'est vrai qu'on n'a pas reçu au départ une quantité suffisante, juste le flacon à 400 cc. Il est appliqué en solution, soit par pulvérisation à la surface du sol, entre en action via le paysage de la vapeur d'eau et transforme en une minuscule gouttelette d'eau. D'autres avantages de ce produit sont le meilleur développement des racines et la meilleure hydratation. Les plantes bénéficiant de ce produit peuvent survivre 2 fois plus long dans des conditions de sécheresse extrêmes au dommage. D'après la bibliographie, bien sûr. Et la consommation d'eau sera réduite de moitié, notamment pardon. Par la suite, ce produit-là a été introduit dans la région de Marrakech en domaine de l'agriculture. Il a été testé pour l'olivier et les agrumes, pour le goutte à goutte. Et ils ont gagné en quelque sorte de moitié la consommation d'eau. Dans le domaine forestier, c'est la première recherche qu'on a initiée en novembre 2016. Vous voyez ici, c'est-à-dire le départ au tirage au sol des plants qu'on a ramené des Sawera, de la pépinière de Nara des Sawera. Ici, le test, rapidement ici, le test. Ça sont vous voyez après, pardon. Donc le Retainer existe sur le marché, comme j'ai dit, depuis 2 ans. Il a été testé pour le maïs, le tournesol, la canne à sucre, la betterave. Il a été testé, comme j'ai dit, au mois de février 2016 dans la région de Marrakech sur une jeune plantation d'agrumes ainsi qu'une plantation d'oliviers où l'irrigation au goutte à goutte a pu être réduite de 50% immédiatement après l'application de Water Retainer. Testé, c'est pour le but d'y aller à l'essai Nawa, testé à l'effet de Retainer sur les espèces forestières en zone aride, notamment chez l'Arganie, et surtout pour permettre aux jeunes plants de passer le stress de la transplantation et surtout le cap d'été. Pour la méthodologie, donc on a installé 90 plants d'Arganie. Au départ, on a voulu installer une superficie assez large, avec un effectif assez large, mais vu la quantité de produits qui est très limitée, et vu aussi que l'espace, parce qu'il voulait l'espace aussi assez réduit. Donc on a 90 plants au hasard, sur 3 traitements de 30 plants chacun, avec 10 plants pour chacune des 3 répétitions. Et les applications, ou arrosage normal selon le cahier cahier de prescription spécial, c'est réservé au périmètre, c'est gestionnaire, puis arrosage réduit de moitié, et l'arrosage réduit de moitié avec application de Water Retainer. On a insisté à le traitement pour voir, si l'effet de Retainer Water, au moins on va voir aussi la différence entre la quantité d'eau apportée réduite de moitié. Les plants sont mis en terre sur des plants de 60 sur 70 cm. Les arrosages et les applications ont été en novembre, après 5 jours, puis tous les 60 jours. Ici, les dates précises. Et les paramètres morphologiques mesurent sur le taux de réussite, la hauteur de la tige, le diamètre au collet, le nombre de rameaux, longueur de rameaux, rapport HOD au collet, humidité du sol et caractéristiques chimiques du sol. Ici, les bouteilles contiennent la solution. C'est-à-dire la solution, on a fait, c'est-à-dire la solution, c'est la dose appliquée de 1,05 mm par 0,5 litres. Donc, ce sont les bouteilles de... On a les différences, je passe rapidement sur les différentes phases de l'utilisation de produits flécés. Les paramètres, pourquoi j'ai insisté beaucoup avec les paramètres? Pour en quelque sorte faire l'état zéro. Parce que comparer des plants très diversifiés du point de vue génétique, du point de vue, vous voyez, l'Arganie, parfois il faut
avoir au maximum possible des plans identiques pour savoir exactement l'intérêt et l'apport de ce produit. Mais sinon, il a dès le départ, même si on a le hasard, le tirage des plans, il y a toujours de la différenciation entre des plans. Et c'est pour que dès le départ, un plan est allé avec le méta 4 rameaux, le 5 rameaux bien développé, alors que moins développé. Si on a ici, en quelque sorte, de voir en plus des paramètres de la hauteur, du diamètre, on a essayé de voir le nombre de rameaux, le nombre de plans ayant des rameaux, le nombre moyen de rameaux par plan, etc. Et là, aussi, on a testé l'humidité du sol. On a utilisé avec un TDR de 200 pendant 3 mois, mais c'est dommage, les sondes ont été déformées et on n'a continué pas le développement. Mais de toute façon, les informations tirées des 3 mois nous ont donné beaucoup d'informations. Et en commençant ici par les résultats. Donc, non, ce n'est pas les résultats, c'est les conditions climatiques. Les conditions climatiques à ce moment-là. Heureusement, nous disposons d'une station météo à côté, juste à côté du périmètre. Vous voyez ici, par exemple, les précipitations sont très faibles, l'évaporation sont très élevées au mois de juillet et les températures avoisinent même les 40. Les résultats ici, le taux de réussite, il est de 84%, 87% et 77% respectivement. C'est vrai qu'ici, on voit qu'au niveau de Water-Rotainer, que les proportions sont les plus faibles. Ça est dû surtout à la 3e répétition où il y avait des mortalités accidentellement. C'est-à-dire qu'il y a des plans morts accidentellement et il y a aussi des plans morts, surtout au niveau de la 3e répétition, qui a en quelque sorte faussé le taux de réussite. Mais généralement, statistiquement, on l'a appliqué, il n'y a pas une différence significative entre les 3. Mais généralement, le temps reste abordable, acceptable pour tous les traitements. Soit l'arrosage réduit, soit l'arrosage normal, soit l'automne. Ici, pour les résultats, on voit ici la croissance en hauteur. On voit ici le diamètre collé. C'est vrai que généralement, les valeurs de Water-Rotainer concordent avec l'arrosage normal. Vous voyez ici la différence. Donc, surtout le bleu, c'est l'arrosage normal. Qui dit arrosage normal, au départ, on a donné à tous les plants 60, parce qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de précipitation, on a donné 30 litres pour chaque plant, au départ, ça est à 0. Mais par la suite, on a réduit l'arrosage normal à 15 litres et les autres à 7 litres et demi, voire 8 litres par plant. J'ai aussi c'est-à-dire les données, les valeurs concernant la hauteur ou là, le diamètre. Généralement, les données de à l'arrosage normal sont ressemblables. Ici, les résultats pour l'âge sur T. Vous voyez que c'est le premier, c'est c'est le vert. C'est-à-dire le vert, c'est l'arrosage réduit avec l'automne, suivi de l'arrosage réduit et suivi par la suite l'arrosage normal. Ça indique le rapport sur les lancements, les plans. Ici, vous voyez le résultat concernant le nombre de rameaux. Vous voyez, pour le départ, le nombre moyen est passé, c'est-à-dire les rameaux anciens, tous les rameaux. Donc, vous voyez, dès le mois de novembre jusqu'à mai, il y avait une stagnation. Donc, il n'y avait pas de développement des les plans. Mais juste après, ici, les mesures sont 1, 2, 3, voire 7, sont de novembre, décembre, vous voyez, mars, ça dit tous les mois. Le 26 mai, puis 12 juillet, 12 septembre et le 27 octobre, j'ai fait cette mesure-là pour faire l'entrée, faire l'exposé de mon exposé. Vous voyez ici, la même allure. C'est-à-dire, si on part, c'est-à-dire, je parle de l'état initial, dès le départ, les moyens les canaux en novembre. J'ai incité moi à voir l'évaluation, mais l'évolution, c'est la même chose à peu près. La même chose. Dès le départ, avec l'arrosage réduit avec le rotainer, le départ, on avait des valeurs plus faibles que les autres. Mais on a la même allure, la même tendance. Et c'est pour les nouveaux rameaux. On a dit ce qui. C'est-à-dire, on a voulu au départ compter le nombre de feuilles pour voir l'importance, mais le nombre de feuilles, c'est difficile pour la gagner. On a. D'accord, monsieur. Ici, vous voyez, donc il y a une augmentation du nombre de rameaux nouveaux jusqu'à l'inventaire de septembre, puis il a chuté. Vous voyez avec.
La même chose ici pour le nombre moyen de rameaux, le nombre moyen de plants. Je vais pas m'attarder. Ici, la croissance en longueur, c'est-à-dire il n'y a pas grande différence. Toutes les mesures ont été très bien la même chose pour la longueur des rameaux jeunes, soit les rameaux marron. Ici, l'hôtesse Ouada, donc vous voyez, donc, ce sont des plants qui ont exactement un an. Ici, les données concernant les données physico-chimiques, c'est Oujda Jalila qui a présenté ces résultats dans une communication affichée. Je ne vais pas m'attarder ici. Ici, ce sont un récapitulatif des données et pour voir en quelque sorte des comparaisons à l'intérieur même de chaque traitement, mais entre les traitements eux-mêmes, je ne vais pas m'attarder ici. Vous voyez ici pour l'arrosage normal, ici pour le water rotainer, et ici pour l'arrosage réduit. En conclusion, l'évaluation des résultats montre que l'effet de traitement rotainer water sur les jeunes plants d'arganier reste relativement faible après une année de l'essai. Cependant, on note bien une différence nette entre l'arrosage réduit et l'arrosage rotainer water et les mesures dues à ce dernier qui se rapprochent beaucoup à l'arrosage normal. Donc, on a en quelque sorte économisé une quantité très importante d'eau. Donc, on doit attendre les prochaines applications et les prochaines mesures pour voir la réaction des jeunes plants d'arganier à ces traitements et quantifier tous les paramètres décrits ci-dessus, en plus des protocoles futurs relatifs à l'étude de la microflore de sol, en plus de l'humidité de sol entre les différents traitements. Parce qu'on a reçu d'autres quantités de ce produit et on voulait bien faire la perspective, approfondir l'étude de l'humidité de sol par d'autres approches plus pratiques et plus performantes, notamment le développement d'un système de suivi et de pilotage après chaque traitement à l'aide des sondes capacité, par des mesures de l'humidité de sol à des périodes déterminées et profondes, puis dupliquer l'essai au CRF, mais au T1, si possible, tout en jouant sur la dose apportée, parce que la dose apportée, on a jugé qu'elle était très faible. Donc, on a maintenant d'autres quantités reçues par les Anglois. Donc, on va augmenter la dose par plan et par application en plus de la période d'utilisation. Donc, on va se limiter, Inch'Allah, les perspectives à utiliser ce produit uniquement à partir du mois de mai pour le voir, l'effet dialogue flété. Étudier en parallèle la quantité d'éléments nutritifs de la couche superficielle et la dynamique microbienne de sol entre les différents traitements, par d'autres intervenants bien sûr, en plus de l'aspect aléatoire, parce que l'aspect aléatoire est très important. Donc il fallait dès le départ choisir la quantité de plants identiques le maximum possible, puis à l'intérieur de ce lot-là, la répartition au hasard pour qu'on voit exactement l'effet de ce produit-là. Et merci de votre attention. Merci M. Boulaqa pour votre présentation. Donc vous avez essayé de nous dresser une petite synthèse sur l'utilisation de l'arganier comme outil donc, de réhabilitation des écosystèmes. Vous avez également présenté vos résultats concernant, vous avez précisé que c'est des résultats préliminaires qui peuvent ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine. Alors je vais appeler ici Saïd Boutalb. Donc M. Saïd Boutalb alors va nous présenter deux communications. Donc, étant donné que je crois Madame Zonegui Maria est absente, donc, et qui fait partie de la même équipe que M. Boutalb. Donc, M. Boutalb va à la fois nous présenter donc, une première communication concernant l'évolution de l'humidité du sol au niveau du système racinaire de Sanda. Bonjour tout le monde. Donc, je me permets aujourd'hui de vous présenter les résultats des recherches relatifs à deux communications qui sont complémentaires, dont le but principal, c'est la recherche des ressources en eau qu'utilise l'arganier en général. L'arganier, comme tout le monde le connaît, donc c'est devenu connu. C'est un arbre qui est endémique au sud-ouest du Maroc. Sur le plan morphologique, il atteint des hauteurs de 8 à 10 mètres. Il a été reconnu comme réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 1998. Et il est focalisé essentiellement, donc sa répartition elle est focalisée essentiellement au sud-ouest du Maroc. Il existe certaines colonies dans la région de Rabat, il y a d'autres au niveau du Bniznassen, près de Berkane. Son importance économique et son impact sur la population rurale n'est plus à discuter. Donc c'est connu que l'arganier a une importance très importante. Il a un rôle très important, surtout pour lutter contre la désertification. Il constitue l'ombre pour les
culture et maintient la fertilité des sols. Il est utilisé pour le chauffage. Ses amendants sont utilisés pour l'extraction de l'huile. Et ses feuilles et ses fruits sont utilisés pour la nourriture des animaux. Donc, de par cette importance-là, il était important de penser à faire des recherches par rapport à l'impact des changements climatiques futurs sur cet arganier-là. Donc, c'est cette problématique-là qui nous a poussé à développer un projet de recherche entre 2006 et 2008 entre l'université de Sidi Mohamed Ben Abdallah et l'université de Séville, dont l'objectif principal, c'est de répondre à la question simple, quelle sera la réponse physiologique de l'arganier face à ces variations-là. Plusieurs paramètres écophysiologiques ont été mesurés au cours de ce projet-là, mais ce qui a attiré notre attention à l'époque, c'est relativement le potentiel hydrique. Le potentiel hydrique qui atteint des valeurs négatives très très importantes et qui nous pousse à réfléchir et à dire que cet arganier-là, cet arbre-là, il rentre en stress pendant la période estivale. C'est-à-dire qu'il n'a pas de disponibilité en eau, il n'a pas beaucoup de disponibilité en eau pendant cette période-là. Les valeurs très importantes, surtout au niveau de la chaîne de montagne, au niveau des arbres échantillonnés au niveau de la chaîne de montagne, montrent effectivement qu'il atteint un stress hydrique qui est très important. Ces résultats-là sont confirmés par ailleurs par exemple par la corrélation positive entre la conductance en stomate et le potentiel hydrique, surtout quand les valeurs sont très négatives. On retiendra essentiellement par exemple au niveau de ce graphique-là qu'il atteint des valeurs négatives de stress très très importantes, c'est-à-dire on est au-dessous de -6. Quand on est dans cet état-là, l'arbre, ça veut dire qu'il n'a plus de ressources, presque il n'a plus de ressources hydriques pour s'alimenter. C'est de là, à partir de ce projet-là, et à partir de ces deux résultats-là, qu'est venue l'idée et la réflexion de chercher un petit peu quelles sont les ressources en eau utilisées par cet arganier-là. Étant géologue et hydrogéologue en même temps, donc géologue de base et hydrogéologue par la suite, déjà la répartition de l'arganier dans cette région-là, au sud-ouest du Maroc, on remarque qu'il est essentiellement au niveau du Haut-Atlas, au niveau de la plaine, au niveau de l'anti-Atlas occidental et au niveau de la plaine de du Massa. Donc, cette répartition-là nous laisse un petit peu réfléchir par rapport aux ressources en eau déjà. Au niveau de la plaine, c'est vrai qu'il y a une nappe, au niveau de la plaine de Sousse et celle de Massa, il y a une nappe continue. Mais quand on mesure le niveau d'eau de cette nappe, il est, dans 60% des cas, il est au-dessous de 30 mètres, et dans 40%, il est au-dessous, il est situé entre 60 et 100 mètres. La question qui se pose, est-ce que les racines de l'arganier atteignent ces profondeurs-là pour s'alimenter à partir de la nappe, comme certains auteurs le suggèrent, c'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'ai lue quelque part au niveau de la bibliographie, le déclin de la forêt d'arganier est dû à la surexploitation de la nappe, quelque part. Donc là, si on a des profondeurs assez importantes, on se pose sur une simple question, est-ce que les racines de cet arganier peuvent atteindre ces profondeurs-là? Par ailleurs, au niveau de l'anti-Atlas, on a ici au niveau de l'anti-Atlas une image Google simple avec la répartition des arbres d'arganier qu'on a vérifié sur le terrain. On remarque une densité très importante de ces arganiers au niveau de la chaîne de l'anti-Atlas. Or, au niveau de cette chaîne-là, il n'y a pas de disponibilité d'eau sous forme de nappe généralisée. Au niveau de l'anti-Atlas, les eaux se concentrent uniquement au niveau des zones alluviales, au niveau des oueds, et principalement aussi au niveau des failles. Si on a une densité assez importante des arganiers, si on suppose que c'est la nappe, il faut qu'il y ait une nappe généralisée au niveau de cette zone-là. Or, ce n'est pas le cas. La même chose au niveau du Haut-Atlas. C'est la même chose au niveau du Haut-Atlas. On a des formations marneuses avec des marnes qui dépassent parfois les 30 mètres d'épaisseur. Les marnes sont des formations qui sont imperméables. Donc, on se demande comment cet arganier arrive à survivre dans des conditions extrêmes où la disponibilité en eau n'est pas au niveau des nappes phréatiques, puisqu'il n'existe pas de nappe phréatique ici, au niveau du Haut-Atlas. Comme pour l'anti-Atlas, au niveau du Haut-Atlas, les eaux se concentrent uniquement au niveau des zones alluviales et au niveau des
zones de faille et des axes des synclinaux. Troisième cas qui est plus frappant, c'est celui du couloir d'Ergana. Il y a une densité aussi très importante au niveau du couloir d'Ergana. Et les masses argileuses, ils dépassent les 500 mètres d'épaisseur. Or, les argiles sont des formations qui sont généralement imperméables. Et on se demande comment ces arganiers-là persistent et vivent dans des conditions comme ça. Donc, déjà, c'est de ces observations-là et des résultats écophysiologiques qu'est venue l'idée de chercher ces ressources en eau-là qu'utilise cet arganier. Donc, un deuxième projet a été élaboré entre 2010 et 2012 entre l'université Ibn Zor et l'université de Séville, la même équipe de Séville. L'objectif, c'est de chercher l'origine de ces eaux-là qu'utilise l'arganier. Donc, pour les chercher, il fallait utiliser les analyses isotopiques des ressources en eau qu'on soupçonne et celles aussi de l'arganier pour voir la correspondance au niveau des signatures isotopiques. Donc, 4 hypothèses ont été émises. L'eau du sol, l'origine peut-être l'eau du sol, ou peut-être l'eau de pluie, peut-être aussi la nappe phréatique, même si sur le plan géologique, ce n'est pas démontré, ou l'eau atmosphérique. Donc pour cela, on a choisi 2 sites. Pour cette étude des analyses isotopiques, on a choisi 2 sites. Le premier site est choisi au nord-nord-ouest d'Agadir, dans la zone du Haut-Atlas. Et le deuxième, dans la zone côtière du Haut-Atlas. Et le deuxième, il est situé un petit peu à l'intérieur de la plaine, au niveau de la région d'Edmin. Le choix de ces 2 sites-là, il est commandé principalement par les paramètres climatiques, le contraste climatique qui existe entre les 2 zones. Ça, c'est la zone côtière, il n'y a pas de différence très importante. Par contre, au niveau de la partie intérieure de la plaine, il y a une différence de température. Donc, il y a un contraste climatique entre les 2 régions. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre pour le choix des sites, il est purement géologique, plutôt pédologique, beaucoup plus pédologique, puisqu'au niveau de la zone du Haut-Atlas, le sol, il n'est pas très profond, il est d'origine calcaire, marno-calcaire en quelque sorte. Par contre, ici, on a un sol qui est beaucoup plus développé au niveau de la plaine. Et donc, ce paramètre-là aussi va jouer au niveau des analyses isotopiques. On le verra par la suite. Évidemment, en parallèle avec les analyses isotopiques qu'on va utiliser, on va les comparer avec les paramètres physiologiques, écophysiologiques. Donc, en parallèle avec l'échantillonnage qui va se faire sur une saison, on va prendre aussi, calculer un petit peu le potentiel hydrique par la courbe scalaire. On va essayer d'analyser aussi les échanges de gaz, la photosynthèse nette, la conductance stomatique. On va faire aussi la transpiration de ces plantes-là. Et on va comparer ça avec les résultats des analyses isotopiques pour voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc, en parallèle, on va échantillonner le sol à différentes profondeurs et aussi échantillonner l'humidité de l'air, plus les échantillons de l'eau au niveau de la nappe, au niveau des puits. Donc, tout ça va se faire en même temps pour comparer les résultats. Évidemment, pour l'humidité de l'air, il suffit d'avoir une pompe aspirante de l'air qui est sous circuit sous vide et avoir de la glace sèche qui va permettre la condensation et par la suite la précipitation des eaux au niveau de nos tubes. Pour les analyses isotopiques, ils sont réalisés au niveau du laboratoire la récupération d'eau au niveau des échantillons de l'arganier, c'est-à-dire le xylème de l'arganier, il va être fait par une lignée de distillation cryogénique sous vide selon le protocole Elringer et Osmond de 1989. C'est un principe qui est très simple, c'est-à-dire qu'on met l'échantillon de tige, on le met sous pression de vapeur pour qu'il y ait une évaporation, sous vide évidemment pour qu'il n'y ait pas de fractionnement isotopique, puis par la suite on le récupère, quand il y a de la glace sèche, on le récupère, pardon, l'azote, on le récupère par la suite sous forme d'eau et par la suite on analyse les isotopes au niveau de ces molécules d'eau. Le premier souci qu'on avait au niveau des résultats isotopiques, c'est de savoir que l'échantillonnage qu'on avait fait, est-ce qu'il n'y avait pas de fractionnement isotopique? S'il y a un fractionnement isotopique, ça veut dire qu'il y aura un problème au niveau des interprétations par la suite. Heureusement, tous les échantillons qu'on avait faits n'avaient pas subi d'effet d'évaporation. Ils se sont situés au niveau
de la droite météorique mondiale et au niveau de la droite météorique locale. Donc il n'y avait pas d'effet d'évaporation, donc les résultats auxquels on s'attendrait seraient relativement indicatrices réellement de ce qui se passe. En premier lieu, en 2010, on avait échantillonné l'humidité de l'air, les eaux souterraines en bleu, la pluie et les eaux du xylème. On avait oublié de faire le sol par négligence, on n'avait pas pris en considération le sol au début, mais les résultats sont là. Ça veut dire que la signature isotopique en oxygène 18 de l'arganier se situait au-dessus, avec des valeurs enrichies en oxygène 18, qui sont situées au-dessus des valeurs de la nappe, des valeurs de l'humidité et des valeurs aussi de la pluie, sauf pour un seul échantillon. Cet échantillon-là, il a été réalisé en période pluvieuse, c'est normal, on va trouver la même signature isotopique. Donc, d'ici déjà, à partir de ces analyses, on peut déjà dire que les eaux qu'utilise l'arganier n'ont aucune relation avec la nappe phréatique, ils n'ont aucune relation avec l'humidité de l'air, et parfois, quand ça coïncide, quand l'échantillonnage coïncide, on retrouve l'analyse isotopique, elle coïncide, celle de xylème coïncide avec celle de la pluie. Donc il y a d'autres facteurs qui agissent. En 2011, on a refait le même cycle en intégrant maintenant les analyses du sol à différentes profondeurs. Là, on remarque que l'analyse isotopique de l'arganier coïncide dans la majorité des cas avec la signature isotopique des sols, surtout profondes, les sols qui sont profondes, à 1,5 m. Donc, de ces premiers résultats isotopiques, on retient essentiellement que l'arganier utilise l'eau du sol. Et à partir de là, il fallait confirmer aussi ça. Pardon ? On retient qu'il utilise essentiellement les eaux du sol. Par une modélisation mathématique, on a essayé de voir la répartition des eaux. Le pourcentage que peuvent avoir les différents facteurs, notamment la pluie et les différentes profondeurs de sol au niveau du xylème. Et on retient principalement que le sol profond entre 1,50 m et 2 m est la source principale. Elle n'est pas la seule source, mais elle est la source principale. Au niveau de la forêt d'Admin, il contribue entre 54 et 92 %. Au niveau d'Arrod, il contribue entre 36 et 96 % entre les minimums et le maximum. Alors que les autres parties du sol, la partie superficielle et la partie moyenne, contribuent aussi, mais avec un pourcentage qui est moindre. Ces résultats isotopiques, elles démontrent que les arganiers s'alimentent généralement d'eau du sol. Par conséquent, on va se poser la question, les racines doivent être probablement superficielles, elles ne doivent pas être profondes, ces racines-là de l'arganier. Il fallait vérifier aussi cette hypothèse-là pour confirmer ce qu'on a trouvé au niveau des analyses isotopiques. Et c'est de là l'importance, c'est de là qu'on a adopté une stratégie, c'est-à-dire vérifier la profondeur de ces racines-là par méthode géophysique. On l'a vérifié par deux méthodes, la tomographie électrique et le géoradar. La première, c'est-à-dire la tomographie électrique, ou ce qu'on appelle l'imagerie par résistivité électrique, c'est une méthode qui est simple. Elle utilise un appareil qui s'appelle un résistivimètre au centre, des électrodes reliées à ce résistivimètre de part et d'autre, et par la suite, à travers la manipulation de résistivimètre, on envoie le courant en profondeur et on récupère la différence de potentiel ici, la DDP. Une fois qu'on récupère la DDP, il suffit de faire une formule mathématique pour faire ressortir la résistivité électrique. Cette résistivité va nous donner la variation de ce qui se passe au sous-sol. Donc voilà pour l'arganier. On a une coupe en 2D, ce qu'on appelle une section en 2D, avec le maximum de profondeur qui a été cartographié. Il est situé au centre. C'est pour cela que le résistivimètre, on le met toujours à proximité des racines pour avoir la profondeur maximale. Physiquement, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie uniquement le paramètre résistivité qui est un paramètre en relation avec la différence de potentiel mesurée ici. Ça, c'est le courant envoyé. Et ça, c'est la différence de potentiel qu'on va mesurer. Et
on le divise par l'intensité du courant qu'on a envoyé et on a automatiquement la résistivité de la formation géologique qu'on est en train de mesurer. Évidemment, cette méthode a des limites. Elle a des limites. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'appliquer n'importe où. Je donnerai un exemple. Ça, c'est les difficultés d'application de la géophysique. Si on prend par exemple au niveau du couloir d'Agana, qui est la zone la plus intéressante pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un contraste climatique au niveau de cette zone-là. Il fallait faire les expériences dans cette zone-là du couloir d'Agana. Mais le problème, c'est qu'au niveau de ce couloir, quand on fait la section de résistivité, on a premièrement les racines qui se mélangent avec le corps des grès et des alluvions. Donc on n'a pas une vraie image des racines. Donc les racines sont ils sont influencés par la résistivité des formations géologiques. Et en même temps, on a le signal des argiles qui sont conductrices est le même que celui de l'humidité de l'eau. Donc on ne va rien cartographier. Ce site-là, il a été éliminé. On a fait plusieurs tests, ça n'a pas marché. Puis par la suite, par répétition à chaque fois, on est tombé sur un site qui a donné des bons résultats, c'est au niveau de la forêt d'Admin. Au niveau de la forêt d'Admin, quand on a réalisé le profil, il nous a donné un contraste extraordinaire en termes de résistivité. On a des zones qui sont très résistantes, qui correspondent aux racines, puisqu'il y a plusieurs plantes, plusieurs arbres sur le tronçon, il y a plusieurs arbres. Il y a le signal correspondant à l'humidité ou à l'eau, aux ressources en eau disponibles. Puis il y a le signal qui correspond au sol et au marno calcaire sec. Donc vous voyez un petit peu, on peut suivre un petit peu l'évolution maintenant. Donc, quand on a trouvé ce résultat-là, il fallait tester plusieurs méthodes au niveau de cette tomographie électrique pour voir la meilleure. Il y a plusieurs dispositifs. Je donne juste quelques exemples pour voir un petit peu la complicité d'application de cette méthode. Si je prends par exemple le dipôle-dipôle, il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais signal de l'humidité du sol. On n'a pas un vrai signal. Ces différents dispositifs, ils dépendent uniquement de l'emplacement des électrodes, d'émission et de réception. C'est ça la différence. Pour Wenner-Schlumberger, on remarque que les racines ne sont pas... Il y a un mauvais signal des racines. Par contre, pour Wenner, on remarque qu'il y a ce contraste de résistivité entre les racines, l'eau et le sol ou les marnes calcaires, les marneaux calcaires qui sont secs. À partir de là, on a adopté cette méthode, celle de Wenner, pour voir un petit peu ce qui se passe. Par la suite, on a suivi, au niveau du même profil, on a suivi ces changements de résistivité depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Pourquoi cet intervalle-là? Suite à la dernière averse qui s'est opérée en 2012, je pense, qui faisait 20 mm en quelque sorte, on a suivi l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? La durée, c'est 4 mois, et voilà les résultats. Les résultats sont là. On remarque essentiellement, au premier lieu, une infiltration des eaux, donc une humidité qui est généralisée au sous-sol, avec une individualisation ici toujours des racines, qui ne dépasse pas les 2 mètres, donc ça confirme les résultats isotopiques. On avait dit que l'eau, au niveau des isotopes, il correspondait au sol entre 1,5 m et 2 m. Les racines ne dépassent pas les 2 mètres ici. Au fur et à mesure que le temps passe, la disponibilité en eau devient rare, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment rare. C'est au mois de juillet, là où le stress hydrique commence, et là où le potentiel hydrique qui devient très très faible. Donc ces résultats-là confirment que l'arganier, il utilise principalement les eaux de sol à très faible profondeur et qu'il, dans son comportement, il est quand même très intelligent cet arbre-là puisqu'il ne puise pas toute la quantité d'eau qui existe dans son sol. Il gère d'une façon très intelligente l'eau qu'il récupère suite à une averse. Il peut, grâce à une averse, il peut survivre 4 mois sans problème. Une seule averse, il peut résister 4 mois. Maintenant, pour aller encore plus, on a pris 2 profils de résistivité sur 2 arbres qui ne sont pas les mêmes sur le plan morphologique. Un arbre qui est symétrique et un deuxième arbre qui est dissymétrique. On remarque que la racine, elle se développe, dans le cas symétrique, on a une symétrie aussi de la racine. Dans le cas du dissymétrique, la racine se développe beaucoup plus dans la zone d'ombre
créée par la couronne de l'arbre, ce qui confirme que l'évolution de cette racine-là, elle cherche uniquement les autres surfaces, elle ne cherche pas autre chose. Elle est dans la zone d'ombre, là où il y a un effet d'ombre par rapport à ça. Donc voilà un petit peu les résultats concernant cette première méthode qui est géophysique, qui est la tomographie électrique. Par la suite, on a utilisé le deuxième, qui est encore plus précis, c'est le géoradar. Le géoradar, Ground Penetrating Radar ou GPRR, ce qu'on appelle le GPRR. Le premier, la tomographie se base sur l'électrique, l'envoi du courant électrique. La deuxième, le géoradar, lui, c'est l'envoi des ondes électromagnétiques. Ce n'est pas le courant électrique, c'est des ondes électromagnétiques. Donc quand on envoie l'onde électromagnétique en profondeur, dès qu'il y a une barrière, on remarque qu'il y a une inflexion au niveau de l'onde. Une inflexion au niveau de l'onde. Donc, cette inflexion-là se manifeste par la permittivité d'électrique, c'est-à-dire comment une onde peut pénétrer sans problème dès qu'elle atteint une barrière, elle fait une oscillation parce qu'elle trouve une barrière. Maintenant, au niveau de la bibliographie, les racines, quand on fait le géoradar, les racines se comportent sous forme d'hyperbole, avec une signature ici, une oscillation de l'onde. Il se comporte avec un comportement d'hyperbolique, hyperbolique au niveau de la section. Le géoradar aussi a ses limites, il a ses limites. Donc, on a essayé de l'appliquer sur 5 sites. 4 sites sont, 4 tests sont négatifs. Une seule région a donné des résultats. C'est dans la route qui relie Agadir à Tiznit. Quand on a appliqué ce géoradar dans cette région-là, premier problème, dès qu'on a eu la réponse, on a vu que dans cette région, il y avait beaucoup de pierres et tout ça, et le radar, il y avait un bruit dû à ces pierres-là. Quand on faisait passer le radar, il y avait du bruit. Donc la première, c'était l'épiérage du site d'étude, puis le traçage des profils, et puis l'exécution. Le radar, il est là, puis l'exécution des différentes sections. On avait fait 35 profils au niveau de cet arbre-là. Voilà le résultat ressorti, une hyperbole qui est située à 1 mètre et qui peut aller jusqu'à 2 mètres. On voit ici des inflexions jusqu'à 2 mètres. Le maximum, il est situé ici. Ça veut dire que la racine, le cœur de la racine, il est à 1 mètre, mais qu'il y a des petits rameaux de racines en profondeur qui peuvent faire des oscillations. Un profil qui fait 18 mètres montre plusieurs racines et qui peuvent atteindre entre 1 mètre, entre 0,5 en quelque sorte, jusqu'à 2 mètres de profondeur avec des oscillations hyperboliques correspondant à la présence des racines. Donc quand on a vu ces anomalies, on voulait tester sur place, en même temps que l'acquisition, on voulait tester la présence de ces racines-là. C'est ce qu'on avait fait ici. À chaque fois qu'il y a une anomalie, on creuse et on trouve la racine, automatiquement. On trouve la racine. Donc cette deuxième méthode géophysique nous a permis de confirmer la première méthode qui est celle de la tomographie électrique et par la suite de confirmer aussi les analyses isotopiques qu'on avait fait auparavant. Donc, par la suite, on a essayé de cartographier un tout petit peu, à partir de la tomographie électrique, on a essayé de cartographier en 2D, ça c'est l'axe des Y et ça c'est l'axe des X, en 2D, la surface que peut occuper une racine avec le sol qu'elle contient. En fait, la racine est le sol qui la contient, en fait. Donc, on remarque que la longueur des racines, ils peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Ça, on a pris une racine qui est dissymétrique. La superficie peut atteindre jusqu'à 123 mètres carrés, la superficie occupée par une racine. Et le volume, racine-sol, peut aller jusqu'à 196 mètres cubes. Donc, maintenant, on est dans le stade où on est en train de calculer les teneurs en eau de ce sol-là, les teneurs en eau de ce sol, pour calculer, à partir de ce volume-là, l'eau disponible suite à une averse. Dès qu'il y a une averse, combien d'eau est disponible pour une seule racine? On est en cours aussi de faire des travaux. Les travaux qui sont en cours aussi, c'est la modélisation en 3D des racines et des ressources disponibles. Il est en cours, le travail est en cours. Il sera publié prochainement. Voilà à l'œil nu, sans géophysique et sans rien du tout, une cartographie, voilà une image qui montre vraiment qu'il y a une évolution des racines en surface et non pas en profondeur. On remarque que la profondeur n'est pas très importante de ces racines-là. En conclusion, donc, les analyses isotopiques nous ont montré que l'essentiel de l'alimentation se faisait entre 1,5 m et 2 mètres.
Aucune signature isotopique ne correspond à celle de la nappe ni à celle de l'humidité de l'air. L'utilisation du géophysique a confirmé ce qui a été fait au niveau des isotopes, puisque les racines ne dépassent pas en général les 2,5 mètres. Le système racinaire, il se développe là où il y a la couronne de l'arc est plus développée, puisque l'ambre permet de maintenir l'humidité au niveau de ses couches. Et tout au long de l'expérience, il y a eu diminution continue de l'humidité du sol au niveau des différentes couches, en dessous des arbres. Et en conclusion à tout cela, l'arganier, à ce stade des recherches, on peut dire que l'arganier puise l'essentiel de ses eaux au niveau du sol et non pas au niveau de la nappe, et non pas au niveau de l'humidité de l'air, et non plus au niveau des pluies. Merci pour votre attention. Intervention. Donc, choix intervention qui va nous interpeller tous au sujet de ce développement racinaire chez l'arganier. Donc, il va poser énormément de questions. Donc, je pense, vous l'avez souligné également, ça nécessite également d'autres recherches et peut-être d'autres perspectives dans le domaine. Alors, maintenant, je vais passer la parole à M. Dfa, donc Shams El-Maarif, qui va nous parler de l'amendement du sol en polymère super absorbant au niveau d'un périmètre de régénération d'arganier en climat aride. Donc, vous avez 10 à 15 minutes pour votre présentation. Merci Simsanda. Merci Simsanda, chers collègues, aimable présence. Donc, je vais vous présenter un travail publié en 2015. Il s'agit donc, comme intitulé, étude de la... Oui. Oui. Donc, le travail est intitulé « Étude de l'amendement du sol en polymère super absorbant au niveau d'un périmètre de régénération d'arganier en climat aride ». Voilà. Essayez d'approcher le micro. Oui. Donc, le travail est intitulé « Étude de l'amendement du sol en polymère super absorbant au niveau d'un périmètre de régénération d'arganier en climat aride. Résultat à court terme ». Donc, c'est un travail qui a été publié en 2015. Mon exposé sera bref. Donc, il va dans le même sens que celui qu'a présenté Seb donc avant moi. Seulement, donc, maintenant, cette fois-ci, l'hydrorétenteur ne sera pas appliqué en surface du sol, mais en dessous donc du sol. Donc, le plan de la présentation sera du type classique avec une introduction, les objectifs, méthodologie de travail, résultats et discussions, pour terminer avec une conclusion. Donc, en ce qui concerne l'introduction, j'ai élagué certains slides donc, concernant l'importance de l'arganier, les facteurs de dégradation et tout cela. Donc, on en a parlé tout au long de ces 3 jours. Donc, juste pour gagner un peu de temps, j'ai laissé uniquement quelques chiffres, notamment donc, en ce qui concerne la régression de l'arganier. Donc, au niveau de la superficie, donc les chiffres avancés par la FAO en 2010, donc c'est une régression en termes de superficie de 7400 hectares par an. Donc, cela donc, a été constaté entre 1995 et 2005. Donc, la dégradation ne se fait pas seulement donc, en termes de superficie, mais aussi et surtout donc, en termes de perte en densité. Ainsi, un travail donc, fait par Douaro et son équipe en 2012 dans la zone de Teroudens, près de la localité de Daoulouz, sur une superficie d'environ 7500 hectares. Donc, a conclu qu'il y a une perte de densité de l'ordre de 44% entre les années 1970 et 2007. Donc, pour essayer d'inverser un peu ces tendances, le département des eaux et forêts a procédé donc à un vaste programme de régénération assistée de l'arganier. Donc, cette intervention a commencé dès la fin du siècle dernier au niveau de la région du sud-ouest. Elle a commencé par quelques hectares et a donc touché un pic d'environ plus de 2200 hectares durant l'année 2009. Puis il s'est stabilisé aux environs de 1400 à
1800 hectares annuellement. Néanmoins, face à cette importante activité du point de vue superficie, les résultats n'étaient pas vraiment au rendez-vous et n'atteignaient pas donc les objectifs fixés auparavant. Ainsi, on peut voir que... Je ne sais pas ce que j'ai fait, pardon. Ainsi donc... Voilà. Donc ainsi, on peut voir que les résultats, donc le taux de réussite, il fluctue d'une année à l'autre, et aussi donc d'une direction provinciale à l'autre, et ça va de l'échec total à la réussite totale, mais avec vraiment une irrégularité selon l'année et selon la direction provinciale. Donc, en moyenne, donc, et ce n'est plus un secret pour personne, il y a vraiment des problèmes de réussite au niveau donc, de cette régénération assistée, et la moyenne n'atteint pas les 40%, alors que le seuil fatidique fixé par l'administration est de 60%, donc pour pouvoir considérer ou bien juger est-ce qu'il s'agit c'est-à-dire d'une opération qui a réussi ou bien d'un échec de régénération. Donc, la réussite de la régénération assistée de l'arganier nécessite le déploiement de plus d'efforts de la part des chercheurs en vue d'améliorer davantage son itinéraire technique. Et comme contribution de notre part à cela, donc, nous nous sommes fixés pour objectif l'évaluation à court terme de l'opportunité de réduction de l'eau d'arrosage en amendant le sol par un polymère super absorbant, ainsi que l'étude de ses effets sur le taux de survie et les paramètres de croissance de jeunes plantules d'arganier dans une parcelle de régénération en climat aride. Donc, le dispositif expérimental ou bien le site choisi est situé à environ une centaine de kilomètres au nord-ouest de la ville d'Agadir, près de la localité d'Ergana. Donc, ce site a été choisi vu donc ces conditions très difficiles. Donc, on a voulu essayer ce polymère dans des conditions vraiment extrêmes en quelque sorte. Alors, la zone d'étude jouit d'un bioclimat de type méditerranéen aride à hiver frais. L'altitude est d'environ 800 mètres. Les précipitations enregistrées donc en moyenne c'est 216 mm par an. La température annuelle moyenne est de 19 degrés. La zone donc est connue pour ses fortes chaleurs estivales. La moyenne des maxima du mois le plus chaud est d'environ 42 degrés. Les conditions pédologiques aussi, donc il s'agit, suite donc aux analyses de sol effectuées, il s'agit d'un sol argileux à texture très lourde, donc à pH neutre, relativement riche en matière organique. La densité de la plantation était de 250 arbres par hectare. Les plantules d'arganier utilisées étaient élevées dans la pépinière de l'Etsema. Et à la date de la plantation, les plants étaient âgés tous de 9 mois. Donc le dispositif expérimental adopté est un dispositif complètement randomisé avec 3 répétitions, avec 33 plants pour chacune de ces répétitions. 2 traitements donc ont été utilisés. Le témoin, donc ce sont des arganiers sans aucun traitement. Le deuxième traitement, donc, sont des plantules d'arganier plantées sur un sol amendé en polymère super absorbant sous forme d'un gel préhydraté et dosé à 0,1% pondéral. Alors, ce gel donc, a été divisé en 2 parties. Le tiers a été directement mis sur le fond, donc à une soixantaine de centimètres, donc au fond du trou sous forme d'une couche, et le reste, donc les 2 tiers, ont été bien mélangés à la terre qui est servie pour le rebouchage. En fait, le polymère super absorbant ou hydrorétenteur, c'est un produit commercial hydrophile constitué dans notre cas de copolymères d'acrylate de potassium et de polyacrylamide réticulé. Selon la bibliographie, pour notre cas, donc celui qu'on a utilisé, il peut absorber jusqu'à 300 fois son poids et constitue donc de ce fait un réservoir d'eau supplémentaire pour le système sol-plante et il contribue à la diminution
du stress hydrique par augmentation de l'eau mise à la disponibilité de la plante dans le sol. Les variables mesurées sont le taux de survie, la croissance en hauteur et le diamètre au collet. Concernant les arrosages, pour le témoin, donc un arrosage mensuel de 40 litres par plant, alors que pour les plants donc situés sur sol amendé en polymère, l'arrosage a été bimestriel et donc la même dose a été conservée 40 litres. Seulement cette fois, donc il s'agit d'un arrosage tous les 2 mois, alors que le témoin va recevoir un arrosage tous les mois. Donc, concernant l'analyse statistique, pour déterminer les effets de l'amendement du sol en polymère superabsorbant, les variables quantitatives mesurées ont subi une ANCOVA en considérant les valeurs initiales de chaque variable mesurée comme des covariables. Auparavant, les données relatives à la survie des plants, ils ont subi une transformation angulaire du type arc sinus de la racine carrée, vu que ces données donc, ils sont comprises entre 0 et 1. Les données donc, aussi ont subi éventuellement des transformations logarithmiques pour satisfaire aux besoins de l'ANCOVA. Donc la figure suivante montre l'évolution. Donc elle montre l'évolution en fonction du temps en avril. Donc 3 observations avril, début août et fin septembre. Donc ici donc c'est le témoin et là donc les plantules qui ont été donc plantées sur un sol amendé en polymère. Et on voit que c'est presque la même chose. Donc il y a un gain en fait d'environ 8% des plantules sur sol amendé par rapport à témoin, mais ce gain n'est pas statistiquement significatif. Donc on va considérer que les taux de reprise ou taux de survie donc, sont les mêmes. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le sol amendé, les plantules élevées sur sol, plantées sur sol amendé en polymère, ils n'ont reçu l'arrosage qu'une fois tous les 2 mois. Alors, concernant la croissance en hauteur, donc l'analyse statistique a permis de montrer donc des effets très hautement significatifs pour les 3 dates d'observation concernant donc l'amendement du sol en polymère. Et la figure suivante, donc où on voit donc l'évolution de la croissance en hauteur pour les témoins et l'évolution de la croissance en hauteur pour les plantules amendées. Donc l'amendement du sol en polymère superabsorbant a permis un gain significatif de l'ordre de 20% en fin de campagne par rapport aux témoins. Donc, concernant la croissance en diamètre au collet, donc les traitements statistiques ont là aussi donc permis de montrer un effet très hautement significatif. Et la figure suivante montre donc le diamètre au collet, donc à l'état initial lors de la plantation. Et donc l'état final en fin de campagne, et on constate donc que l'amendement du sol en polymère superabsorbant a amélioré significativement la croissance en diamètre avec un gain de 27% par rapport aux témoins. Donc en conclusion, on peut dire que l'amendement du sol en polymère superabsorbant a permis d'économiser 50% de l'eau d'arrosage avec des taux de reprise similaires aux témoins et des paramètres de croissance meilleurs que le témoin, c'est-à-dire la hauteur et le diamètre au collet. Donc on peut aussi dire que dans un contexte caractérisé par la rareté de la ressource hydrique, ces résultats montrent que l'utilisation du polymère superabsorbant a permis en plus de réduire les effets du stress hydrique après la plantation des plantules d'arganier. Une bonne reprise étant un facteur clé pour la réussite des périmètres de régénération et la restauration des écosystèmes forestiers. Ce résultat ouvre des horizons de recherche sur d'autres essences forestières qui connaissent les mêmes problèmes de régénération en vue de la restauration des écosystèmes dans la région. Et merci. Merci, M. Edfa. Alors, je crois que nous avons encore un peu de temps pour engager une discussion autour des
différents exposés qui ont été présentés. Donc, on va ouvrir une première liste de questions. Donc, ici, Ferrados. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, monsieur le modérateur. Donc, je remercie donc tous les intervenants pour leur intervention. Donc, bon, je suis surtout interpellé par les études sur l'enracinement, etc. Donc, bon, je suis très content qu'il y ait des études comme ça parce que, franchement, je ne savais pas qu'il y avait des études. Je ne sais pas si vous avez publié ça, donc, mais de toute façon, ça répond à pas mal de questions qu'on s'est posées avant, parce que donc ça nous a toujours interpellés parce que à une certaine époque on disait que les racines d'arganier descendent jusqu'à la nappe, alors que nous on sait que les nappes sont maintenant à 100-120. Bon, voilà. Donc bon voilà, donc ça s'est éclairci beaucoup de choses à ce niveau. Donc on sait bien sûr que étant donné que l'arganier profite tout de suite, donc on le voit sur le terrain, des précipitations, ce qui fait que même s'il y a des racines profondes, il y a certainement des racines superficielles. Donc ce que vous avez montré... Je vais vous demander directement la question. Ah, la question. Donc voilà. Donc c'est juste que bon, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je crois que c'est juste le terme. Donc quand vous dites qu'il y a des racines qui vont jusqu'à 2 mètres, agronomiquement, c'est pas superficiel. Donc 2 mètres, c'est déjà assez... bon voilà, donc c'est juste question. Il y a des superficiels, donc et puis 2 mètres, c'est déjà pas mal. Donc c'est Achour. Merci M. Sanda. À mon tour, je tiens à féliciter les intervenants pour leurs présentations qui sont très riches en informations. Et je salue les efforts des gens de l'équipe de Sebotalb pour cet article, pour cette recherche qui est pertinente. Ça permet de corriger un peu les erreurs de la bibliographie, notamment les livres de Boudier, etc., et de Mounier, qui parlent de l'enracinement profond, mais en faisant leur remarque au niveau des cours d'eau et des ravins, ils remarquent que l'arganie cherche ces eaux de surface, mais ils confondent, ils disent qu'ils partent en profondeur, alors que ce n'est pas le cas. C'est un enracinement tout à fait superficiel. C'est d'ailleurs nos remarques à partir des observations faites au niveau de l'arganerie sur une période de plus de 20 ans. On a remarqué au bord des routes et au niveau des périmètres de reboisement que les racines d'arganie ne vont pas plus loin. C'est aux environs de 1 mètre à 2 mètres, comme l'a précisé l'intervenant. Mais je souhaite à ce que cette recherche continue. C'est pour aider les forestiers ou bien les gens de l'arganiculture au niveau de raisonnement ou bien de la détermination des doses des arrosages de points au niveau des périmètres. Suivre la formation du système racinaire après l'installation, après la mise en terre des plants au niveau des périmètres de régénération ou bien des périmètres d'arganiculture. Ces périmètres maintenant se réalisent sur une durée de 28 mois, c'est-à-dire plusieurs arrosages. Maintenant on arrive à 16 arrosages, ce qui coûte beaucoup d'argent. Donc si on arrive à raisonner ces doses d'arrosage, à les réduire ou bien en fréquence ou bien en dose, ça serait un résultat intéressant de votre recherche. Et je vous invite à lancer ces recherches si vous avez les moyens dans le cadre de ce projet. Et aussi une dernière recommandation au niveau de cette session, je souhaite à ce que tous les articles publiés sur l'arganerie seront par exemple mis sur un seul site. C'est pour permettre aux chercheurs une consultation facile et aisée, de ces articles.
Maintenant, c'est très difficile d'accéder à différents articles. Il y a plusieurs sites. Et je demande à ce que ces articles soient mis sur un même site. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse surtout à Monsieur Bellaka, qui a travaillé sur les hydrogels. Donc, c'est un travail que j'ai déjà fait. J'ai déjà travaillé sur les hydrogels, c'est pour ça que je connais un petit peu ce que c'est. Première des choses, c'est que parce que moi déjà j'ai travaillé sur plusieurs hydrogels. J'ai travaillé sur, il y a sur le marché une infinité d'hydrogels. Donc la marque de l'hydrogel que vous avez utilisé est importante à signaler. D'une part, d'autre part, est-ce que vous n'avez pas signalé la quantité d'eau que peut absorber le type d'hydrogel que vous avez utilisé. Dans l'autre cas, on a bien vu que c'était 300. Donc, il pouvait absorber jusqu'à 300 fois son volume, d'une part. D'autre part, vous n'avez pas travaillé sur le pourcentage de reprise, qui est très important. Le pourcentage, donc vous avez signalé surtout les paramètres de croissance, etc. Mais le pourcentage de reprise pour l'arganier, c'est un élément très important à prendre en considération. Et là, je ne sais pas si c'est encore possible, je vous conseille de mettre un autre traitement qui n'est pas du tout irrigué. Et comme ça, vous allez même ajouter à votre information une autre donnée, c'est que les irrigations d'appoint sont très importantes pour l'arganier. Les irrigations d'appoint, ce sont les irrigations qui peuvent réussir la reprise de l'arganier, d'une part. D'autre part, votre essai a été mené au plein air. Et vous avez mis des doses d'irrigation. Comment vous avez pu gérer les pluies? Ça d'une part. D'autre part, le coût. Vous n'avez pas donné le coût des polymères que vous avez, parce que c'est très important. Si c'est cher, c'est même pas la peine d'y penser. La même question se pose pour Monsieur Defa, pour le coût, s'il vous plaît. Et je m'arrêterai là. Pardon, pour Monsieur Bellaka, juste une petite question concernant l'âge à la transplantation. C'est très important, l'âge à la transplantation. Ça a été signalé par Monsieur Defa, mais l'âge à la transplantation des plantations, des plantules plutôt, c'est extrêmement important. Et merci. Bonjour, merci Monsieur le modérateur. Donc j'ai une question, mais des questions similaires, que ce soit pour Siblacha, pour Sedfa, concernant le rétenteur de l'eau et concernant l'utilisation de polymères en sol. Donc pour les deux, c'est la question similaire pour les deux. Est-ce que les deux, pour le rétenteur de l'eau et le sol polymère, est-ce que l'apport il diffère d'un sol à un autre et d'une région à une autre? Et est-ce qu'il dépend aussi de la composition de l'eau? Par exemple, d'une autre manière, par exemple, est-ce que l'apport, ça sera similaire si on plante par exemple à Essaouira, si on plante par exemple à Tiznit, quelles sont les doses et les apports à apporter de point de vue technique, de point de vue économique? Et ça serait mieux d'étudier la faisabilité économique de l'apport. Par exemple, comparer le coût de l'utilisation du rétenteur de l'eau ou le polymère par rapport à la production, bien le chiffre d'affaires qui va générer à l'hectare. Surtout que l'arganier sera planté dans des régions avec des petits agriculteurs et tout ça, donc il faut aussi réfléchir à la capacité des agriculteurs. Donc une autre question, il y a est-ce qu'on pourrait avoir une approche comparative
pour le rétenteur de l'eau et le polymère du sol. Quel est parmi les deux qui sera bénéfique en termes techniquement et économiquement. Donc, la dernière question, c'est si on peut avoir une comparaison en termes de techniquement et économiquement entre les deux, le rétenteur de l'eau et le polymère de sol. Donc, parce qu'ils ont le même but, le même fin. Donc, si on peut avoir des comparaisons de point de vue technique et économique. Merci. Il y avait notre ami, je crois, égyptien, il est sorti, il est parti. Donc on va commencer d'abord par répondre aux questions qui ont été posées, on passera peut-être à une deuxième liste. Bon, je vais juste faire une réflexion par rapport à ce qui a été dit concernant la communication sur les racines. La première question, c'était est-ce que ces données ont été publiées? Est-ce qu'il y a des publications concernant ça? Pour la partie géophysique, l'apport de la géophysique, ça a été publié dans Journal of Agriculture, qui a un impact facteur qui est de 3,1, je pense. Pour le deuxième, c'est les isotopes. Il vient juste d'être accepté définitivement dans le journal Triphysiologie qui a un impact aussi de 3,7. Donc ils sont en cours, les deux, le premier il a été publié en 2016, le deuxième il est en cours de publication, il est en édition, il a été accepté définitivement. Maintenant concernant la recommandation de travailler sur des plans qui sont de petite taille pour voir un petit peu l'apport, la quantité d'eau qu'on peut faire, parce que ça coûte aussi, ça coûte très cher. Le problème, c'est un problème de financement, c'est tout. On a juste un problème de financement. Je donne juste un ordre de grandeur. Un profil géophysique, il coûte aux alentours de 14 000 dirhams pour le faire. Les analyses isotopiques, je pense que vous avez déjà une idée, ça coûte aux alentours de 1200 à 1300 pour l'échantillon, un seul échantillon. Donc c'est uniquement le côté financier qui nous stoppe. Mais sinon, on aurait pu développer sous serre, on aurait pu développer dans des conditions de réchauffement climatique beaucoup plus. On aurait pu même simuler les apports, combien il faut pour cet arganier-là quand le changement va évoluer, quand on est dans un stress qui est beaucoup. Tout est faisable. C'est le financement qui stoppe quelque part. Je pense que j'ai répondu aux deux questions. Je vous remercie pour vos encouragements. Merci. Merci bien. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier infiniment Madame Sabah de l'intérêt qu'elle a porté à mon exposé et de la série des questions qu'elle a posées. Bon, en quelque sorte, plusieurs réponses se trouvent dans l'exposé. Peut-être que je suis en quelque sorte un peu hâti. Donc, la réponse de vos questions, la plupart se trouve dans l'exposé. Mais, de toute façon, je vais détailler et vous répondre sincèrement à ces questions très importantes. La première question concernant la marque. Donc, comme j'ai dit, il s'agit d'une marque qui s'appelle, je n'ai pas essayé d'entrer dans les détails, mais c'est un produit qui vient d'être fabriqué en 2016. Donc par les Hongrois, et ce sont les Hongrois qui sont arrivés chez nous pour, en quelque sorte, essayer de développer ce produit. Et la société s'appelle Soil and Water. Donc il suffit d'entrer dans le site soilandwaterw.com, quelque chose comme ça. Donc vous faites uniquement Soil où vous trouvez une série d'informations concernant le produit, les intérêts d'Yalou, les inconvénients d'Yalou. Bien sûr, les informations sont en anglais. Nous, on a essayé de traduire pour savoir toutes les informations concernant le produit. D'ailleurs, le produit a été primé en mars 2016 par l'Union européenne, vu les efficacités, surtout l'Europe méridionale. Donc, il a été introduit à l'INRA de Marrakech, il a été testé pour les oliviers et pour les agrumes. À Marrakech, ce sont les Hongrois qui ont voyagé plusieurs fois. Et d'ailleurs, la dernière visite a été le
سي عبد الرحيم الى السمين dernière كانوا هنا لي زونغوا دايور يسوي هذاك الشيء حقاش داخل فيها ان بو دو بوليتيك ميم حقاش جايه من الاخر هذا كونسيرنون لا مارك دونك سي Deuxième question concernant le taux de reprise. Là, Madame Pamaé, j'ai présenté un slide qui concerne le taux de reprise. Il y avait 95% pour l'arrosage normal, il y avait 82, quelque chose, 83, quelque chose comme ça pour l'arrosage réduit, et il y avait 77% pour l'arrosage, pour le rotaine water. Pourquoi cette différence? J'ai dit d'ailleurs dans la diapo qu'il s'agit uniquement au niveau de la troisième répétition de rotaine water, où il y avait accidentellement une mortalité de P plus une mortalité de l'eau. Donc, le pourcentage, normalement, il est abordable, il est aux alentours pour toutes les répétitions, tous les traitements de 80-82%. Il était uniquement au niveau de la troisième répétition de rotaine water qui a été un peu moindre, vu qu'il m'a dit que accidentellement, les ouvriers chez Contestre, apparemment, donc, je n'ai pas essayé de les remplacer, j'ai vu que هذيك l'étape كانت تبقى حتى لشهر 5 ولا شهر 3 ولا كيك شوز كوم سا دونك هادشي علاش لو طون a été biaisé en quelque sorte mais généralement بقينا هكا و statistiquement هذوك les données كانوا donc تقريبا la même chose aux alentours de 80% et je trouve qu'il y a un temps très important pour les gestionnaires lorsque nous travaillons avec les gestionnaires. Concernant le traitement non irrigué. Non, pour le traitement, on ne peut pas parce que comme j'ai dit d'ailleurs l'exposé, donc il s'agit d'un produit liquide, donc ce sont des flacons. Le flacon, l'hygiène, c'est-à-dire de 400 cc. Mais il y a des flacons même de 1 mètre cube. Les titbaoum, n'est ce qui m'a dit l'exposé, qu'il était pour le maïs, pour le sucre, pour la canne à sucre, pour les tournesols, etc., etc. En Turquie, peut-être en Espagne même, en Europe. Mais il est utilisé par pulvérisation. Donc la solution tout à l'heure je vais répondre la dose. Avec la quantité flot, on le dissout flottant. Et puis, mais sinon quand la quantité est grande, on va un pulvérisateur, on dit la quantité, on va mécaniquement ou bien aller à on dit la pulvérisation de produits, c'est pas un problème. Mais c'est un produit concentré qu'on dilue dans des quantités. Donc la dilution, la dose qu'on a utilisée et qui a été jugé par les constructeurs, par les Hongrois, هو اتفقنا على اساس باش نديرو c'est-à-dire هو 90 millilitres pour 30 plans qui est 1,5 millilitres par plan. Donc 1,5 mm ملي نديروها avec la quantité ديال 15-16 litres, donc ça retombe تقريبا واحد la solution une solution d'un demi-litre y compris l'eau et bien sûr le produit dilué dans l'eau. Donc vous voyez d'ailleurs dans l'exposé des petites bouteilles comme ça de 1 demi-litre. Et on ne peut pas, vous voyez, pour l'irrigation, c'est une question qui est automatique. Parce que vous voyez, par exemple, ici à Marrakech ou bien même dans la zone, depuis le mois 2, le mois 3, on ne reçoit aucune goutte de pluie. Donc vous voyez, s'il n'y a pas, par exemple, un arrosage des points, au moins pendant le cap d'été, là on condamne les plants. Nos plants seront morts. Donc d'arroser, il est essentiel, il est utile d'arroser. Peut-être il faut jouer sur la dose, sur la quantité, mais juste uniquement la première année ou la deuxième année. Mais sinon, après, les plants s'en sortent très bien et se développent normalement. Concernant la gestion de pluie, c'est ça, la gestion de pluie, c'est pour cette raison-là qu'on a un intérêt enregistré en parallèle. D'ailleurs, pour les prochaines analyses, je le ferai sur un graphe où, dans l'axe des ordonnées, à gauche, par exemple, il y aura les précipitations, et à droite, par exemple, il y a les arrosages. Vous voyez? Et l'axis abscisse, sur l'axe abscisse, il y a les périodes. Et à ce moment-là, on voit. J'ai perdu peut-être un diapo qui parle en question de l'humidité. Par exemple, pendant 3 mois, on a mesuré l'humidité au sol au niveau de 20 à 20 cm et à 12 cm. Et on a comparé l'humidité au niveau des parties traitées et des parties non traitées. Et effectivement, après pluie, on voit que le pourcentage d'humidité au sol est élevé au niveau de tous les carreaux, mais après, on voit qu'au niveau des parties traitées, il y avait en quelque sorte des valeurs élevées comparativement aux témoins, surtout à l'arrosage réduit.
Concernant le coût du produit, il est de 9 € par litre. Et lorsqu'il s'agit de quantités énormes, c'est-à-dire c'est pas par litre ou par flocon de casson, ce n'est pas les prix, mais d'après la société, le prix c'est de 9 € par litre pour peut-être des quantités de 100 litres ou des bidons, des grands bidons, parce que généralement ils l'utilisent en Europe pour les cultures de maïs, comme j'ai dit. Comment? Oui, pour dans la bibliographie, ils ont raisonné à l'hectare. Et nous, puisque c'est la première fois qu'on utilise ce produit pour les plants forestiers, on a jugé d'avoir un dosage pour chaque plant, pour bénéficier. On n'a pas les quantités énormes. Je vous dis tout à l'heure qu'on a au départ reçu uniquement un flacon de 400, mais lors de la visite de M. Vataille et le Hongrois, il nous a rapporté d'autres quantités. Dans le cadre de cette coopération, on a jugé utile de faire ce produit uniquement aux alentours du plant pour voir l'efficacité. Peut-être dans les perspectives, j'ai parlé qu'on va jouer sur la dose, qu'on va jouer sur la période d'utilisation, etc., même sur le matériel végétal utilisé, etc., etc. Mais pour le moment, vu le contexte dans lequel on a reçu les produits, on a jugé de faire le dosage prescrit au départ. Mais dans les futurs essais, c'est-à-dire on va jouer sur le dosage, sur la période et sur d'autres valeurs qu'on aura le temps, si vous voulez, de discuter. L'âge de plantation, bien sûr, l'âge de plantation généralement, parce que c'est vrai que je n'ai pas utilisé les plants de Sawera, les plants de Marrakech, parce qu'on a une pépinière au Marrakech, et on a les plants, c'est-à-dire bien développés, on a plein d'informations sur la provenance, sur l'état de développement, mais vu le cadre de coopération avec les gestionnaires, c'est-à-dire le DREF, c'est-à-dire la Direction provinciale des eaux et forêts, on a reçu les plants de Sawera. Mais généralement, tous les plants délivrés par les pépinières des eaux et forêts sont à l'âge de 9 mois, de 10 mois. Parce que les productions se feront au mois de printemps, au mois de printemps-avril. Et généralement, ils sont plantables dès le mois 11, le mois 12. Mais pour cette année-là, puisque la pluie s'est retardée, peut-être on le va planter à l'âge de 10 mois. Mais généralement, à l'âge de 9 mois. Pardonnez-moi, j'ai oublié peut-être de rapporter ces... Concernant la question, peut-être j'ai répondu à toutes les questions de madame. Concernant la question il y a la différence pour les doses appliquées. C'est-à-dire pour les deux produits. Différence pour le sol. Concernant le sol, oui. Peut-être la même question de madame ou la directrice. Concernant la différence pour les sols, c'est vraiment d'après la bibliographie. Vous voyez les bibliographies, il faut toujours s'approfondir, il faut voir les autres. C'est-à-dire, il y a pas beaucoup de publications concernant ce produit, parce qu'il est récent, mais d'après l'étude, ils disent bien un amendement de sol sur tous les sols, etc., etc. Mais peut-être il faut essayer de le tester dans différents types de sols, dans différents climats, et pour voir effectivement s'il y a une différence. Concernant une petite question concernant la comparaison entre les deux produits, ce sont des produits en quelque sorte différents, à mon avis. Parce que le produit que j'ai utilisé, c'est un produit liquide. Oui, liquide qu'on dilue dans de l'eau. Et puis on pulvérise tout aux alentours des plants. Alors que les plants utilisés par M. Defer, le produit utilisé par M. il s'agit des cristaux. C'est des cristaux. Des granules, quelque chose, qui sont enfoncés dans le sol pour une partie, et une partie ils sont remués avec le sol et utilisés. Et merci beaucoup. Merci. Donc, je remercie à mon tour tous les intervenants. Donc, ça montre l'intérêt de cette thématique. Donc, concernant le coût, donc en réponse à Madame Sabah, donc ça a déjà été dit par Siblaka. Concernant notre expérimentation, donc le produit a été délivré gracieusement par le représentant de la société. Bien sûr, ça c'est pour les besoins de l'expérimentation. Concernant le coût, oui, c'est intéressant et c'est donc bien sûr nécessaire de mener une étude pour voir le coût, donc une étude économique. Mais je crois que ce n'est pas vraiment le moment. Il faut d'abord prouver que le produit donc, il donne de bons résultats. Par la suite, donc, on va donc poser ce problème de coût. Mais j'ai déjà fait donc un calcul grossier et je crois, si je me rappelle bien, ça va donc augmenter le prix à l'hectare de 10 à 20%.
si on incorpore ce produit-là. Mais je crois donc, parce que, c'est-à-dire, à mon sens, il faut augmenter, quitte à ce qu'on injecte plus de 20%, c'est pas un problème, parce que si on ne réussit pas la première année, il faut refaire, donc ce sont des échecs qu'il faudra reprendre la deuxième année, la troisième année, et le coût donc il sera multiplié à 2 à 3 jusqu'à atteindre le taux de réussite prévu, chose donc qui augmente d'autant le coût et d'autant plus donc la durée de mise en défense est ce qui pose des problèmes vis-à-vis de la population, parce que la mise en défense se prolonge indéfiniment. Déjà actuellement, donc le coût au hectare, c'est dans les environs de 14 voire 14 000 dirhams par hectare, et encore plus avec des marchés de 28 mois. Donc si on ajoute ce produit, je crois que c'est pas tellement grave, parce que à mon sens, la réussite de l'arganier et donc la réussite de cette opération de régénération de l'arganier n'a pas de prix. Donc cela concernant donc le coût, l'intervention donc du dernier intervenant concernant la comparaison, donc si Blaka a déjà répondu. Est-ce que l'hydro-rétenteur donc il donne des résultats différents en fonction de la nature du sol, de la nature de l'eau, et dans d'autres régions donc si le sol est déformé, bien sûr. Donc l'estimation de la capacité, donc le pouvoir qu'il a donc de retenir 300 fois son poids, c'est avec de l'eau pure, donc de l'eau distillée, bien sûr. Et à mesure que l'eau est chargée, donc cette capacité sera diminuée, c'est tout à fait normal. Donc concernant le sol, bien entendu, la gelée, nous l'avons testé dans un pédoclimat, pédoclimat vraiment extrême. Donc la zone d'Argana, elle est bien connue, c'est une texture vraiment très lourde, argileuse, avec des températures très élevées. Bien entendu, il donnera, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, c'est sûr, s'il donne de bons résultats ici, c'est sûr qu'il va donner des résultats encore meilleurs en cas de texture sableuse. Parce que là, il y a un problème de lessivage, et le produit, donc, il va capter toute l'eau qui sera lessivée. Donc, je pense que j'ai répondu aux questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Merci bien. Ah, d'accord, merci bien. Parce que moi, à mon tour, je me suis très intéressé par l'intervention de mon collègue concernant l'enracinement de l'arganier. Et j'ai en quelque sorte deux petites questions. Une question concernant le géoradar. À un certain moment, il nous a montré qu'il y a des pierres, et les pierres ont bloqué en quelque sorte l'utilisation de matériaux. Ils ont enlevé les pierres, d'accord, et ils ont utilisé le géoradar. Mais qu'en est-il des pierres qui se trouvent à l'intérieur du sol? À l'intérieur, est-ce qu'on ne bloque pas l'utilisation ou non? C'est ça information. Et l'autre, c'est concernant les lieux sous les arbres où les techniques très avancées que vous avez appliquées n'ont pas des résultats. Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire les arbres sur lesquels il n'y a pas de réponse, on n'a pas de données. Parce qu'à ce moment, vous avez 5 localités, une seule localité qui a répondu favorablement, les autres, vous avez dit qu'il n'y a pas. Qu'en est-il, c'est-à-dire quel est votre avis Merci bien. Alors, si ça aide, avant de répondre, je vais prendre soit. On va prendre deux à trois questions. S'il vous plaît, je vais prendre 2-3 questions maximum. On vient de m'informer que la séance de clôture va avoir à 15 heures. Donc elle a été avancée d'1 heure. Donc la séance de clôture va avoir à 15 heures. Donc j'ai notre ami égyptien, l'Ism. Donc 1, je crois 2, 3 questions. On va arrêter. أنا كنت بسأل بس على بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دقيقة واحدة بس، هو على المحلول اللي هو بيستخدم
مع التجزير ده، هل هو محلول اللي مع البوليمر، المحلول الثاني اللي معاه، هل هو محلول بيولوجي ولا يعني افهم شويه؟ مش عارف الصوت كده. يعني دايما بنستخدم مركبات حيويه مع النبات عشان عمليه التجزير. Oui, Monsieur Saïd, merci bien pour la quintessence et la pertinence scientifique des travaux conduits. Elles répondent à des interrogations très pertinentes au niveau de développement. Il y avait beaucoup de lectures hâtives et non fondées. Vous avez apporté des preuves et c'est un salut mérité. J'ai aussi d'autres interrogations par rapport au développement de vos travaux. Les décideurs cherchent actuellement à se pencher sur des programmes d'envergure, soit en termes de l'organiculture comme phase de promotion ou d'entrepreneuriat, soit comme protection de la biosphère de l'organerie. Et la question elle est simple. Est-ce qu'il faut faire une topographie hydrogéologique comme outil pour décider les emplacements? C'est une question directe. J'ai quelques soucis par rapport à notre collègue qui a travaillé sur l'utilisation de substrat. Merci. J'aimerais revenir sur le sujet d'enracinement, parce que c'est une nouvelle approche qui révèle des choses souterraines très importantes pour nous tous. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est quand vous avez dit qu'on ne trouve l'eau de pluie nulle part au niveau du xylème, alors que tout le monde sait que, je continue, tout le monde sait que l'eau de pluie se répartit sur les différents horizons en arrivant à la nappe. Et on avait dit que les marqueurs d'eau de pluie ne se trouvent pas au niveau des xylèmes. C'est ça ce qui m'intrigue le plus. Et merci. Si ça aide à vous aussi, je vais vous demander d'être très bref dans vos réponses directes. Je vous remercie pour vos encouragements. Tous les travaux qu'on a réalisés, c'était dans les cadres, vous l'avez vu, de projets de coopération avec les Espagnols, financés parce que ça coûte. Il n'y a pas de recherche sans financement, de toutes les façons. Moi, je crois à ce principe. Maintenant, il faut que les opérateurs économiques, les agriculteurs, croient en la matière pour financer aussi, parce que la société, j'ai contacté une société qui m'a financé, qui n'a aucune relation avec l'agriculture, qui voulait juste tester la méthode. Donc, il faut que les gens, les opérateurs aussi, les eaux et forêts financent. Dans ZOA, pourquoi pas? C'est des technologies qui sont très pointues, qui apportent beaucoup de résultats. Et l'objectif primaire, avant que l'AECI arrête les projets, c'était de faire une cartographie et voir exactement, même en termes de plantation, voir quelle est la distance à faire entre un arganier et un autre, en termes de longueur de racine. Il y a beaucoup de choses à faire, voir combien il faut donner à l'arganier d'eau. Peut-être une fois chaque 3 mois. Il n'est pas obligé de l'arroser à chaque fois. Donc, en faisant des modèles mathématiques, on peut faire sortir ces chiffres-là à différents âges d'arganier. Le support financier il est obligatoire parce qu'on peut pas faire de la recherche, on peut pas, ça se paye. Ces trucs-là se payent. Et on espère qu'il y aura des financements dans ce sens-là. Par rapport à la deuxième question, votre question, peut-être je me suis mal exprimé au niveau du truc. Les analyses isotopiques, l'eau du sol, il va parvenir de quoi? De la pluie, c'est automatique, ça c'est connu. Mais quand je parle de l'alimentation de l'arganier à partir de la pluie, c'est-à-dire uniquement à partir de la pluie. Uniquement à partir de la pluie. J'avais dit dans l'exposé, et j'avais éclairci qu'il y a un échantillonnage, il y a un seul point qui correspondait au niveau de la pluie et au niveau de la signature du xylème. Pourquoi? Parce que l'échantillon a été fait en période pluvieuse. Maintenant, pourquoi la signature des pluies ne ressort pas
au niveau des racines, au niveau du xylème, par effet d'évaporation des eaux de pluie. Quand les pluies sont dans le sol, ils subissent une évaporation. Et donc, il y a un fractionnement isotopique qui s'opère. Donc, le signal du sol, c'est le signal de la pluie, mais qui a subi de l'évaporation. Donc, c'est ce qu'on appelle un fractionnement isotopique. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la goutte d'eau, est-ce qu'elle parvient directement de la pluie et l'arganier va la gérer pendant 3 mois, ou est-ce qu'elle va pénétrer au niveau des sols, va subir l'effet d'évaporation et par la suite alimentera directement l'arganier. Les résultats montrent qu'effectivement, dans la majorité, dans 90%, la goutte, elle tombe, elle pénètre au niveau des sols, elle subit son fractionnement isotopique, son évaporation et tout ça, et par la suite, le système fermé au niveau du xylème, le système fermé reproduit le même signal isotopique. Merci. بالنسبة للأخ المصري فعلا المحلول هو الذي استعملناه له تركيبة خاصة، وبالنسبة له إذا بغى المعلومات عليه أن يدخل إلى الموقع، والمعلومات كلها متواجدة في ذاك الموقع اللي هو soilandwater.com. ما يدير يستعمل جوجل، في جوجل soil and water، المعلومات كلها موجودة هناك. شكرا. Merci. Donc la même réponse, une réponse pour la même question en ce qui concerne le produit que nous avons utilisé, donc le polymère super absorbant. Il s'agit d'un polymère donc totalement chimique, il n'y a pas de biologie à l'intérieur, et c'est un produit qui est biodégradable au bout de 3 à 4 années. Merci. Merci Sidfa. Donc je crois qu'on arrive à la clôture de la séance. Je remercie les différents intervenants donc, pour leur exposé, et je remercie également l'assistance pour l'intérêt qu'elle a porté à cette session. Merci à tous.